Bien, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Merci de votre présence, merci d'avoir accepté de participer à cette activité, ce webinaire qui est organisé par le réseau francophone international en conseil scientifique en collaboration avec le réseau francophone de l'évaluation et l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je vous souhaite à tous et à toutes une chaleureuse bienvenue. Je m'appelle Alioune Dramé, je suis conseiller au secrétariat général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Paris, qui est une assemblée qui réunit les parlements, donc les assemblées, les sénats de toute la francophonie. Donc, il y en a 99 dans le monde. Et donc, je suis vraiment très heureux de modérer cet atelier. Nous allons parler de parlement, nous allons parler de gouvernance parlementaire, nous allons parler de données probantes, nous allons parler de politique publique, donc un sujet très important puisqu'on le sait, les parlements ont comme prérogative le vote de la loi, mais aussi ont comme prérogative le contrôle de l'action gouvernementale et donc l'évaluation des politiques publiques. Et donc, pour ce faire, nous allons vraiment accueillir deux spécialistes de ce sujet. Nous partons en Afrique de l'Ouest, hein, du côté de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Nous aurons Monsieur Jean-Claude Assis. Monsieur Assis est directeur de l'évaluation des politiques publiques à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et Monsieur Mamadou Yok, Dr Yok, qui est directeur aussi du service des politiques publiques, de la planification et du contrôle de l'Assemblée nationale du Sénégal. Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir vraiment accepté de participer à cette activité. Un grand plaisir de vous retrouver. On était ensemble tous les trois il y a quelques mois à Conakry pour former les parlementaires guinéens sur ce sujet. Et nous nous retrouverons aussi dans un mois aussi au Gabon pour former aussi les parlementaires gabonais sur ce sujet. Ça montre donc l'importance que porte ce sujet. Alors, notre programme, donc, ça va durer une heure maximum. Et donc, en une heure répartie en trois phases. D'abord, une courte phase d'introduction dans laquelle j'ai demandé aux participants, aux panélistes, pardon, de se présenter, de dire qui ils sont et quelle est leur activité au sein de leur Parlement. Ensuite, chacun des deux panélistes fera une présentation de 15 minutes maximum chacun. Et enfin, nous passerons aux questions-réponses avec les participants que je vois très nombreux pour l'instant qui sont connectés. Il y a une bonne soixantaine de participants qui sont connectés et j'espère que d'autres vont nous rejoindre au fur et à mesure. Voilà, donc pour commencer, je donne la parole à Monsieur Jean-Claude Assis, donc c'est lui le grand frère, hein. Donc là, c'est les aînés, honneur aux aînés. Donc Monsieur Assis, présentez-vous à nos panélistes et expliquez-nous ce que vous faites au sein de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Monsieur Assis, à vous. Merci à Lyon. J'ai le privilège de l'âge, donc je m'en réjouis. Je voudrais donc saluer tout le monde. Je salue également tous les participants à ce webinaire. Je suis Kwasi Jean-Claude, économiste, spécialiste en modélisation des politiques économiques et administrateur des classes exceptionnelles à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, où j'occupe la fonction de sous-directeur de l'évaluation des politiques publiques. Et donc, mon rôle consiste donc à appuyer la commission d'évaluation des politiques publiques qui est composée des députés sur les missions d'évaluation, de les aider donc à structurer l'évaluation et de faire des missions de terrain et de pouvoir faire des rapports devant la plénière. Et donc de faire aussi le suivi des recommandations qui sont faites au gouvernement après ces dites missions. Donc voilà en gros ce que je fais à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur Assis. Monsieur Youk, à vous. Merci beaucoup, Alune. Bonjour à tous. Merci. Mes salutations à professeur Jean-Claude Atsi. Donc, merci beaucoup pour l'invitation et l'opportunité de pouvoir partager et apprendre hein, par rapport à ce que nous faisons dans nos différents parlements.
Donc, mon nom est Mamadou Diop, je suis le directeur des services de planification, de contrôle et d'évaluation des politiques publiques de l'Assemblée nationale. Donc, nous sommes en quelque sorte le bras technique des commissions parlementaires en matière de contrôle de l'action gouvernementale, de contrôle budgétaire, mais également le bras technique du comité d'évaluation des politiques publiques en matière d'évaluation parlementaire des projets, programmes et réformes de l'État. Donc, nous accompagnons le travail parlementaire en matière de contrôle et d'évaluation. Nous sommes aussi dans la planification également, la planification stratégique de l'administration parlementaire. Et nous proposons des outils de planification, de suivi et d'évaluation à l'interne, n'est-ce pas, du travail parlementaire dans le cadre de la gouvernance institutionnelle. Voilà, merci. Très bien. Merci beaucoup, Alfred, pour cette courte introduction. Je vous propose de commencer dès maintenant la présentation. On va rester avec vous, Monsieur Youk, hein, donc on reste avec vous et je vous invite à partager votre écran et à faire votre présentation pour un maximum de 15 minutes. Voilà, donc merci beaucoup. Je vais juste commencer par dire qu'aujourd'hui, le contexte qui structure un peu l'action de l'Assemblée nationale du Sénégal en matière de réforme et que nous pensons aujourd'hui que l'Assemblée nationale ne peut pas seulement aujourd'hui voter la loi et autoriser la dépense publique. Donc, il doit aussi être capable, le Parlement en tant qu'institution, doté de trois missions, de contrôle, d'évaluation et de vote de la loi. Donc, de suivre ce qui est fait avec les ressources votées, d'apprécier les résultats obtenus et de demander des comptes au gouvernement. Donc, c'est un peu tout le sens de ce que nous sommes en train de faire en termes de dispositifs intégrés, de suivi et d'évaluation des politiques publiques que nous mettons en œuvre progressivement. Donc, ce dispositif que nous allons vous partager aujourd'hui, donc, vise à renforcer le pilotage de l'action parlementaire, non pas dans une logique de confrontation institutionnelle parce que c'est important, mais dans une logique de redevabilité, n'est-ce pas, d'aide à la décision et d'amélioration continue de l'action publique. Alors, au niveau du Sénégal, aujourd'hui, nous sommes dans le contexte du budget programme. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'administration sénégalaise est tournée vers la performance, la gestion axée sur les résultats, compte tenu des exigences accrues, bien sûr, de transparence. Donc, dans ce nouveau cadre-là, donc, on ne se contente plus de savoir combien un ministère a dépensé. On cherche à savoir à quoi ça a servi cette dépense-là. Donc, combien de kilomètres de route ont été réalisés, combien d'écoles ont été construites, combien de patients ont été pris en charge, etc. Donc, nous sommes dans cette logique-là. Maintenant, dans ce contexte, l'Assemblée nationale du Sénégal est consciente du fait qu'il faut se renforcer dans trois domaines: le contrôle parlementaire, le suivi de l'action gouvernementale, donc le suivi de l'exécution budgétaire et l'évaluation des politiques publiques. Donc, autrement dit, la doctrine est qu'il faut le paradigme, le changement de paradigme qu'il faut opérer. Il faut passer d'un contrôle, on va dire, statique, informatif et documentaire, et un contrôle fondé sur les résultats et la performance. Donc, de ce point de vue, nous avons engagé trois réformes principalement. D'abord, nous avons mis en place un comité d'évaluation des politiques publiques dans le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui constitue aujourd'hui l'organe stratégique chargé de piloter la mission. Nous avons également élaboré un guide méthodologique d'évaluation des politiques publiques dont j'ai une copie là, je ne sais pas si vous pouvez voir. Mais voilà, donc c'est un document vraiment stratégique qui structure, n'est-ce pas, la mission d'évaluation, qui est accessible au public, hein, et qui permet vraiment de guider notre action en matière d'évaluation parlementaire. Donc la troisième réforme est que nous avons créé au sein de l'administration parlementaire la direction que je dirige, qui est aujourd'hui le bras technique des commissions et du CEP en matière de contrôle et d'évaluation. Donc, ces exigences, ces réformes répondent en réalité à une nécessité, n'est-ce pas, que les députés doivent exercer efficacement leurs missions constitutionnelles avec des outils d'analyse, avec des données consolidées, avec un appui technique structuré. Donc, et pour cela, il faut une administration parlementaire qui est capable de transformer ou d'analyser les documents budgétaires en informations utiles et digestes pour la décision publique. Alors, toutes ces réformes sont parties de quatre constats. Donc, le premier constat est que
nous avons vu que les ministères disposent de données, les ministères et leurs bras techniques, leurs directions et les cellules d'études et de planification produisent des rapports. Les systèmes d'information existent pour la plupart de ces structures étatiques, mais les données ne sont pas interopérables, ne sont pas parfois structurées, parfois pas actualisées, parfois pas comparables. Et ces données sont souvent difficiles à exploiter par les parlementaires. Donc, on essaie maintenant, dans ces quatre dimensions-là, d'apporter des réponses. Donc, il faut voir par rapport aux ressources mobilisées, aux activités réalisées par les ministères, aux résultats obtenus et les impacts mesurés sur la base de ces socles, n'est-ce pas, de l'évaluation parlementaire, comment apporter des éléments de réponse à ces manquements. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en place un ordre de réforme aujourd'hui. Donc, pour une transformation, on va dire, structurelle de la façon dont les missions de l'Assemblée nationale sont conduites. Donc, aujourd'hui, l'enjeu est stratégique. Donc, il faut un contrôle parlementaire qui repose sur des données, donc consolidées, actualisées et facilement analysables. Donc, ça, c'est vraiment la ligne de conduite. Donc, cela veut dire que les députés doivent pouvoir suivre au fil du temps l'exécution budgétaire, l'exécution physique et financière des projets et programmes qui sont votés dans le budget. Donc, cela veut dire également qu'aujourd'hui, les auditions que nous sommes en train de conduire à l'Assemblée nationale ne doivent pas plus être juste de simples échanges sur des préoccupations dans les localités des députés. Elles doivent être des moments vraiment structurés autour de données, donc les crédits ouverts, les crédits engagés, les montants ordonnancés, les taux de paiement, les niveaux d'exécution physique et financière, les indicateurs de performance, la réalisation des cibles annuelles et trimestrielles. Donc, nous sommes finalement aujourd'hui dans ce nouveau modèle de dialogue entre les institutions, de dialogue surtout technique et structuré sur les données et la performance. Alors, nous nous sommes dit aujourd'hui, donc nous avons fait un diagnostic et que nous sommes rendus compte que le contrôle parlementaire a plusieurs limites. Donc, les méthodes traditionnelles ont toujours leur utilité, ça on le reconnaît. Nous avons plusieurs instruments, les questions orales, écrites, les missions d'information, les commissions d'enquête, entre autres, mais ces instruments devraient être et doivent être modernisés. Donc, par exemple, lorsqu'un député intervient sans données précises, le débat peut rester vraiment général et vague. Donc, en revanche, lorsque le député a un tableau de bord qui indique qu'un programme est exécuté à 8%, qu'un projet affiche 70% d'exécution et 0% de paiement, ou qu'un indicateur de performance est à un niveau de 0, par exemple, après 4 mois d'exécution, donc la question devient beaucoup plus précise, n'est-ce pas, et pertinente. Donc, c'est ce que nous sommes en train même d'expérimenter dans les auditions que nous menons actuellement. Alors, pour répondre maintenant à toutes ces limites-là, nous avons un projet très ambitieux qui est le système d'information des politiques publiques. Donc, ce système d'information des politiques publiques est un outil, n'est-ce pas, de travail pour les députés qui fait la cartographie de toutes les politiques publiques qui sont inscrites dans le budget et menées par les ministères sectoriels. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de remplacer les systèmes d'information de l'exécutif, mais il s'agit plutôt de permettre à l'Assemblée nationale d'avoir une interface propre, indépendante, alimentée par des données fiables, mais restituée dans un langage digeste que chaque député pourra comprendre. Donc, l'objectif est de garantir vraiment trois principes. D'abord, l'indépendance du contrôle parlementaire, parce que c'est important. Les députés doivent être en mesure d'analyser les politiques publiques sans dépendre uniquement des données que l'exécutif leur présente. Ensuite, l'interopérabilité, donc à travers la synchronisation des données. Au niveau de l'exécutif, on a beaucoup de systèmes d'information, mais les informations doivent être consolidées, n'est-ce pas, pour garantir leur fiabilité et leur facilité d'analyse. Donc, le troisième principe est que la restitution doit être digeste, n'est-ce pas? Donc, les données doivent être présentées sous forme de tableaux de bord, de fiches de synthèse qui permettent aux députés de pouvoir faire les analyses très facilement et de pouvoir engager, n'est-ce pas, des échanges structurés et techniques avec les députés. Alors, en quoi consiste le SIPA, le système d'information des politiques publiques? C'est une plateforme, n'est-ce pas, qui offre plusieurs fonctionnalités qui sont essentielles au travail parlementaire. Donc, d'abord, elle permet une lecture multidimensionnelle. Donc, un député va pouvoir consulter une politique publique par ministère, par programme budgétaire, par projet, par programme,
par région et par indicateur. Donc, la deuxième fonctionnalité est le suivi de l'avancement des politiques publiques. Donc, il s'agit de visualiser l'exécution physique, l'exécution financière, ce qui est prévu, ce qui est engagé, ce qui est payé et ce qui est effectivement réalisé. Donc, le troisième, c'est la comparaison entre les prévisions et les réalisations. Comme vous le savez, dans le contexte du budget programme, chaque ministère a son cadre de performance avec des indicateurs cibles pour l'année budgétaire. Donc, en comparant les prévisions et les réalisations, on peut mesurer la performance et engager les dialogues avec les ministères, n'est-ce pas, sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et comment améliorer de façon globale l'action publique. Donc, la quatrième fonctionnalité constitue l'identification des retards, parce que c'est important dans le cadre de l'exécution de faire le pilotage, n'est-ce pas, de la performance afin de signaler des projets ou programmes qui nécessitent une attention particulière. Ça, dans le contrôle parlementaire, c'est aussi essentiel. Mais on a également des visualisations vraiment qui sont pédagogiques, puisque les députés ne sont pas souvent des experts dans tous les domaines et qu'il leur faudrait quand même des outils qui leur permettront de comprendre des situations complexes très rapidement et de pouvoir formuler des questions qui sont très pertinentes en commission. Alors, je donne un exemple aujourd'hui avec les solutions, ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, dans un usage pratique, un député peut, dans un ministère, sélectionner une politique publique, effectuer l'analyse de l'exécution budgétaire de cette politique publique, donc voir un peu les crédits ouverts, les crédits engagés, les crédits ordonnancés, les crédits payés. Et ça permet vraiment de voir dans l'opérationnel qu'est-ce qui marche pas. Donc, par exemple, au Sénégal, on s'est rendu compte que, par exemple, dans les crédits d'investissement, il y a un certain retard au niveau dans l'exécution, donc le rythme est un peu plus lent. Et en creusant, on s'est rendu compte que c'est peut-être dû à la bureaucratie, voilà, à la passation de marché, à des limites, des blocages institutionnels. Et ça permet vraiment d'aider également les ministères à avancer un peu plus. Donc, on peut voir également l'avancement physique des projets, hein, les infrastructures livrées, les travaux en cours, les chantiers bloqués, etc. Donc, mais également, une innovation, ce sont les indicateurs de performance. Donc, ça permet aux députés de voir à chaque trimestre qu'est-ce qui a été réalisé par rapport à la cible et pourquoi on n'a pas atteint la cible si tel n'est pas le cas et voir comment réduire et corriger. Donc, ça permet une analyse parlementaire vraiment beaucoup plus rigoureuse. Donc, elle ne repose pas seulement sur une impression ou surtout sur des doléances parce que ça a été une préoccupation de beaucoup de citoyens que le débat parlementaire n'est pas assez riche. Donc aujourd'hui, avec cette plateforme, nous sommes en train de corriger cette impair. Maintenant, ce qui est important également, c'est dans la gouvernance et l'indépendance des données. Donc, nous nous sommes dit qu'il faut quand même crédibiliser le système d'information avec des données fiables. Donc, l'Assemblée nationale, à travers la direction que je dirige et son système d'information, travaille actuellement avec les ministères à travers les cellules d'études et de planification, donc pour crédibiliser et garantir la fiabilité des données. Donc, c'est l'Assemblée nationale qui contrôle son système d'information, qui analyse les données brutes des ministères. Donc, on ne se contente plus de recevoir des rapports seulement, mais on demande également les données brutes que nous analysons et sur cette base-là, nous produisons des rapports d'évaluation parlementaire de la performance de chaque ministère. Donc ça également, c'est important. Donc l'enjeu n'est pas seulement de disposer d'une plateforme, mais d'installer une culture commune. Donc commune, c'est important, je reviendrai là-dessus, de la performance et surtout de la redevabilité. Alors, pourquoi c'est important? Puisque aujourd'hui, si on regarde le budget du Sénégal, on est à peu près de 6 000 ou 7 000 milliards de dépenses, plus de 250 programmes budgétaires, plus de 2000 projets, programmes opérationnels. Donc, nous parlons de montants assez conséquents, compte tenu de la pression sur les dépenses, les finances publiques au Sénégal. Donc aujourd'hui, face à ces enjeux financiers, l'Assemblée nationale ne peut pas juste se limiter à une lecture générale des documents budgétaires. Donc il nous faut des outils qui permettent de repérer rapidement ce qui ne marche pas, comment optimiser l'allocation des ressources, comment économiser, comment assainir les finances publiques. Donc le suivi est important dans ce sens-là. Donc un meilleur contrôle donc, peut permettre dans ce cas d'éviter des retards coûteux, des doublons, des projets mal orientés, des investissements peu performants ou des politiques insuffisamment alignées sur les besoins des populations.
Alors, d'un point de vue opérationnel, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons tenu un atelier avec les cellules d'études et de planification de tous les 25 ministères sectoriels ici à l'Assemblée nationale. Donc, à l'issue de cet atelier, nous sommes tombés d'accord sur une feuille de route commune, n'est-ce pas? Cette feuille de route-là va décliner des revues trimestrielles et semestrielles avec ces cellules de planification qui permettront à l'Assemblée nationale d'avoir un dispositif de remontée des données d'exécution à temps réel à partir des ministères sectoriels. Donc, avec ce dispositif-là, le déploiement du système d'information va être beaucoup plus fluide et progressivement, nous irons vers un dispositif circuit informationnel intégré entre l'exécutif et le Parlement. Donc, nous sommes dans ce processus-là. Maintenant, en termes d'approche de mise en œuvre, donc, Il vous reste 1 minute. 1 minute. Voilà. Donc, je vais aller rapidement vers le dernier slide. Donc, juste pour conclure, hein, donc, nous sommes dans cette phase-là d'opérationnalisation de notre dispositif. Donc, mais dire que aujourd'hui, l'évaluation des politiques publiques n'est plus une option. Donc, elle est devenue une exigence démocratique, budgétaire et institutionnelle. Et aujourd'hui, avec le dispositif que nous avons, nous irons dans quelques semaines dans la validation du programme annuel des évaluations après la mise en place du comité d'évaluation des politiques publiques. Et tout le dispositif est en place pour le choix des politiques publiques à évaluer et pour le déploiement, n'est-ce pas, de notre dispositif pour l'évaluation des politiques publiques par l'Assemblée nationale du Sénégal. Parallèlement, dans le cadre du contrôle parlementaire, nous avons notre système d'information. Nous accompagnons les députés dans l'analyse des documents budgétaires. Nous allons mettre en place une unité d'analyse budgétaire prochainement dans le cadre de la préparation de la prochaine session budgétaire. Donc, tout pour dire que l'Assemblée nationale du Sénégal aujourd'hui change de visage. L'Assemblée nationale du Sénégal aujourd'hui matérialise l'équilibre des dispositifs techniques. L'Assemblée nationale du Sénégal aujourd'hui est en train de corriger l'asymétrie d'information entre l'exécutif et le Parlement. Donc, tout ça pour renforcer les députés dans l'exercice de leur mission constitutionnelle de vote de la loi, de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques au bénéfice des populations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher monsieur Yo, pour votre présentation qui est très claire, hein. Merci beaucoup. J'invite les participants à garder les questions au chaud, au frais, à vous de voir, hein. Et donc, on aura tout à l'heure une séquence de questions-réponses pour prendre la parole, poser votre question à un panéliste ou aux deux panélistes. Donc, merci beaucoup à M. Youk. Maintenant, nous passons du côté de la Côte d'Ivoire avec Monsieur Jean-Claude Assis. Monsieur Assis, à vous. Bon, je pense qu'en introduction, je dirais que Dr Mamadou Youk a déjà abordé certains éléments de contexte, hein, qui ont amené à l'évaluation des politiques publiques à être inscrit donc, à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et donc, moi, donc, ma présentation va s'articuler autour de 5 points. Pourquoi les données probantes, le contexte ivoirien donc, de l'institutionnalisation des politiques publiques, les méthodes et outils, chaînes de décision, et puis nous parlerons de quelques réalisations et défis et perspectives. Nous avons 15 minutes, donc on doit aller vite. Alors, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que euh, les populations demandent aux parlementaires et à tous les gestionnaires publics beaucoup plus de transparence, de recevabilité et surtout de la performance. Les citoyens commencent à être beaucoup plus attentifs aux résultats concrets de l'action publique. Et donc, il y a un besoin donc, de restaurer et de consolider la confiance, hein, dans le cadre de la promotion de la démocratie. Il y a aussi des impératifs budgétaires, comme Mamadou l'a expliqué, dans une période de raréfaction des ressources publiques. Nous avons besoin donc de savoir, dans une panoplie de politiques de besoins à satisfaire, à choisir les plus idoines et qui ont des résultats plus rapides. Et donc, la Côte d'Ivoire est passée de la logique du budget de moyens à une logique de budget programme. Donc, on fait une gestion axée désormais sur les résultats. Et donc, aujourd'hui, pour le parlementaire, c'est la mesure de ces résultats, leur appréciation et l'élément de prise de décision qui devient impératif. Il y a aussi donc l'impératif de prise de décision dont je viens de parler tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, on se rend compte simplement que
la Côte d'Ivoire, après sa sortie des crises en 2011, parce qu'il faut dire que pendant toute une période de 10 ans, la Côte d'Ivoire était en crise militaro-politique. Et en 2011, lorsque la crise est finie, l'économie ivoirienne était totalement en lambeaux. Les institutions étaient en lambeaux et il fallait tout reconstruire. Et c'est dans cette reconstruction-là que la Côte d'Ivoire est revenue au principe de la planification stratégique. Donc, elle a, depuis 2011 à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a adopté 4 plans stratégiques, 3 qui ont été déjà exécutés et le dernier qui a été adopté par les parlementaires il y a quelques semaines. Également, dans le cadre de l'UEMOA, dans l'harmonisation de la gestion des finances publiques, comme Mamadou l'a aussi indiqué, la Côte d'Ivoire est passée donc au renforcement de sa discipline budgétaire en passant sur la gestion axée sur les résultats par l'adoption de la loi organique portant loi des finances qui donc change le paradigme de la gestion des finances publiques. Et donc, le budget programme, c'est des objectifs, ce sont des indicateurs de projet annuel, ce sont des performances, ce sont des rapports de performance à établir. Et donc, toute cette chaîne-là permet donc aux parlementaires de pouvoir savoir quelle est la planification qui a été faite, quelles sont les budgétisations. Donc, la chaîne planification, budgétisation, suivi, évaluation doit être désormais opérationnalisée. Pardon. Et ça, c'est l'enjeu qui est commun à tout le monde, que ce soit pour l'exécutif, pour les parlementaires et pour toutes les autres institutions de l'État. L'élément, c'est vraiment de performer la gestion publique. Et donc, dans ce processus-là, la Constitution ivoirienne a été modifiée en 2016. Et donc, cette modification, l'ajout sur les missions des parlementaires a été fait par l'évaluation des politiques publiques. Donc, désormais, les députés et les sénateurs ivoiriens votent la loi, ils contrôlent l'action gouvernementale et évaluent les politiques publiques. Et donc depuis 2016, la Côte d'Ivoire a tenté de constitutionnaliser l'évaluation. Et pour l'Assemblée nationale, ça a été une modification de son règlement intérieur pour pouvoir instituer la commission d'évaluation des politiques publiques, qui est composée de 24 députés qui sont issus eux-mêmes à raison de 4 députés par haute commission permanente. La Côte d'Ivoire en a 6, et donc 4 députés par commission permanente ordinaire constitue donc cet organe stratégique spécifique qui est la commission d'évaluation des politiques publiques, qui a pour mandat donc d'évaluer l'efficacité, la cohérence et les effets des politiques publiques. Donc, pour dire que c'est évaluer l'efficacité, la cohérence et les effets sont nécessairement basés sur les données statistiques et sur les données qui sont recueillies après la mise en œuvre de ces politiques-là. Et donc, cette fonction est une fonction d'aide à la décision. On ne va pas revenir sur les détails, on n'a pas assez de temps, mais l'évaluation permet d'organiser des auditions, des consultations, des échanges avec les gestionnaires de l'action publique et même des citoyens et d'autres experts. Et donc, c'est un élément de dialogue institutionnel qui est aujourd'hui offert aux parlementaires qui sont les représentants de la nation. Donc, les données, je crois, la méthode des données, bon, Mamadou est venu en détail sur ces données-là, mais je pense que c'est la même démarche, hein. Ce sont les sources de données, ce sont les données administratives, ce sont les budgétaires, ce sont les statistiques sectorielles, ce sont des documents de performance. Et donc, déjà, il faut dire que le projet annuel de budget de l'État est accompagné d'un projet annuel de performance. Et les lois de règlement sont accompagnées d'un rapport annuel de performance. Et donc, déjà, les sources de données existent et donc, on peut les utiliser. Mais il y a aussi la collecte qualitative, parce que le député ne se contente pas simplement de récupérer les données documentaires, les statistiques, pour les interpréter. Il va confronter ces données avec des auditions qui sont réalisées sur le terrain, avec des citoyens bénéficiaires de l'action publique, avec les gestionnaires de l'action publique, et les ministres et même des autres personnalités, des experts, avec des visites de terrain pour se rendre compte de façon concrète que ce qui est donné est identifié dans les données qui sont recueillies dans les documents sont conformes à la réalité qu'on voit sur le terrain. Parce qu'on peut avoir des documents de données pour dire que nous avons réalisé 10 km de route, mais finalement, ces routes-là, est-ce que ces routes servent véritablement aux populations? Est-ce que ça apporte un plus, un changement dans le quotidien des populations? Je crois que c'est ça qui fait l'action aujourd'hui des parlementaires. Et donc, dans les analyses, en triangulant et tout ça,
les parlementaires vont produire donc des rapports, des matrices, tous les constats et faire un rapport avec les recommandations qui sont destinées donc au gouvernement pour améliorer les politiques qui sont mises en œuvre. Et donc, 6 mois après ces données qui sont transmises, en fait, ces recommandations, les parlementaires vont faire un rapport de suivi des mises en œuvre des recommandations. Je vais un peu vite, hein, parce que je pense que Mamadou a fait le tour. Et donc, tout ce que j'explique a été plus ou moins abordé par lui. Et donc, aujourd'hui, le résultat qui est entendu, c'est au-delà du contrôle parlementaire euh, qui était beaucoup plus déclaratif et documentaire, il s'agit maintenant d'orienter le contrôle vers l'amélioration mesurable des politiques publiques. Je crois que c'est ça qui, aujourd'hui, nous permet de dire que l'utilisation des données probantes dans le travail parlementaire et surtout l'évaluation des politiques publiques est quelque chose de capital pour nos parlements. Alors, pour la Côte d'Ivoire, nous avons un peu plus d'avance sur le Sénégal en matière d'évaluation, puisque depuis 2021 déjà, la commission d'évaluation a été mise en place et nous avons déjà expérimenté quelque chose. Mais dès le départ, il s'agissait de structurer cette commission, de lui donner de la matière. Et donc, il y a eu un guide d'évaluation parlementaire des politiques publiques qui a été aussi élaboré et un premier plan d'action, en fait, 3 plans d'action annuels qui ont été élaborés. Et dans ces cadres-là, il y a eu une évaluation qui a été conduite sur des aspects du plan national de développement qui a été mis en œuvre en 2020-2025. Mais c'est particulièrement sur des éléments qui concernaient la lutte contre l'orpaillage illégal et d'autres éléments sur le foncier urbain et la sécurisation foncière. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux parlementaires qui ont été qui ont été élus, le programme prend en compte beaucoup plus des questions sur la sécurité alimentaire, dont les questions de la riziculture, la politique énergétique en Côte d'Ivoire et puis les infrastructures essentielles. Et donc, tout ça permet donc de relier les priorités nationales, les attentes des citoyens à la performance budgétaire et à la fonction de contrôle du Parlement. Donc, en clair, pour relever des défis qui existent, hein, les données, la qualité des données reste à désirer. Il y a quelques années une réforme de la statistique en Côte d'Ivoire et qui est en train d'être progressivement mise en œuvre. Et donc, cette réforme-là permet de créer une synergie entre le Parlement et les organes qui sont chargés de collecter des statistiques. Il y a également la Cour des comptes qui appuie énormément le Parlement dans la mise en œuvre de la fonction d'évaluation. L'institutionnalisation, je l'ai déjà expliqué. Et puis, nous faut aussi renforcer les capacités des députés. Pour la petite histoire, pour cette législature 2026-2030, la commission d'évaluation a été renouvelée à 99%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle législature, toutes les formations que nous avons faites, qui étaient destinées aux députés lors de la législature dernière, nous devons reprendre à zéro. Et dans ce cadre-là, nous avons beaucoup de partenariats sur lesquels nous comptons pour pouvoir vraiment accentuer le renforcement des capacités et opérationnaliser les missions de contrôle et d'évaluation. Donc ici, c'est ça. Donc les défis, c'est vraiment dans les perspectives, c'est de renforcer les capacités des députés et de l'administration parlementaire dans l'exploitation des données, de digitaliser l'ensemble des données, comme Mamadou l'a dit, nous aussi, nous avons un projet d'établir une plateforme numérique sur le baromètre de l'action publique. Et puis, l'institutionnalisation, c'est de poursuivre les actions qui ont été faites, de sorte que la finalité, c'est de faire vraiment de l'évaluation un pilier durable de la gouvernance parlementaire au service de la performance publique et de la confiance démocratique. Je crois que je vais m'arrêter là parce qu'en conclusion, je dirais qu'une gouvernance parlementaire fondée sur les données probantes n'est pas seulement une exigence technique, elle constitue un choix institutionnel. Il s'agit de mieux contrôler, de mieux évaluer et de mieux recommander et surtout de mieux rendre compte aux populations. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, M. Assis. C'est nous qui vous remercions d'avoir respecté le temps. Merci beaucoup. On a beaucoup appris en vous écoutant tous les deux. On voit que chaque parlement a ses particularités, mais aussi il y a beaucoup de points communs au sein des parlements. Moi, ça me fait réfléchir, nous, du côté de l'APF, comment justement travailler à une meilleure collaboration entre institutions parlementaires francophones pour créer une sorte d'harmonisation
des cadres législatifs et des politiques publiques. Je crois que c'est un sujet sur lequel et le RFX et l'APF pourraient commencer à réfléchir. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Je rassure les participants qu'on va essayer de récupérer les présentations. Et donc, si les panélistes sont d'accord, on pourra vous les envoyer. Donc, je vais voir avec l'équipe du RFX comment vous envoyez par email les présentations que nos panélistes viennent de faire. On pourra donc vous les partager. Donc, merci à tous les deux. Il nous reste une vingtaine de minutes, 25 minutes pour passer aux questions-réponses, hein. Donc, je propose d'ouvrir les micros, que les spectateurs qui sont nombreux à être connectés, j'ai compté quasiment 85 participants, ce qui est plutôt intéressant. Donc, on peut ouvrir les micros. Celle ou ceux qui souhaitent poser une question peut lever la main, allumer son micro, se présenter et poser sa question très rapidement, parce qu'on a quand même beaucoup de participants et donc beaucoup de questions. Donc, dans l'ordre, on va commencer par le doyen Abdul Aziz Khan, que je reconnais à travers son nom. Monsieur Khan, du réseau francophone d'évaluation. Monsieur Khan, à vous la parole. On vous écoute. Allez-y, Euh, Abdelaziz. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. C'est avec plaisir que je retrouve Alioune Dramé Mhm. sous d'autres cieux et d'autres expériences. Merci beaucoup. Et bonjour à Monsieur Youk, que je n'ai pas encore rencontré au Sénégal, mais bon, je pense que ça ne saurait se tarder. Et également mes respects à Monsieur Jean-Claude Assis. J'interviens en ma qualité de membre de l'Association sénégalaise d'évaluation, mais également et surtout en ma qualité de nouveau président du réseau francophone d'évaluation RFE et également le partenaire du RFIX, n'est-ce pas, dans le cadre de cet atelier. C'est vraiment avec un immense plaisir que nous participons à ce webinaire. Et je voudrais louer le remarquable travail, parce que M. Youk l'a dit tout à l'heure, que l'Assemblée nationale est en train de changer de visage. Et effectivement, au-delà de cette symbolique, il y a un travail remarquable qui est en train d'être fait aujourd'hui en ce qui concerne la mise en place d'un certain nombre de dispositifs qui vont apporter un changement extrêmement important dans l'évaluation des politiques publiques. Ce que je voulais demander à M. Youk, c'est, je pense que tout récemment, il y a eu une rencontre au niveau de l'Assemblée nationale en ce qui concerne la direction des services qu'il dirige, la direction des services de planification, et également les cellules d'études de planification et de suivi et évaluation. Parce que vous avez beaucoup parlé de suivi, mais est-ce que c'est effectivement avec ces supports-là que l'Assemblée nationale devrait se baser pour apporter, pour participer à cet enjeu majeur qui est la structuration d'un dialogue, un dialogue technique entre l'Assemblée nationale et l'exécutif. Parce que je pense en fait l'enjeu majeur se trouve au niveau de cette institution pour permettre à l'Assemblée nationale non plus simplement de contrôler l'action gouvernementale et de voter les lois, mais surtout de prendre son manteau aujourd'hui d'évaluation des politiques publiques. Donc voilà la question que je voulais poser. Merci et félicitations pour les présentations extrêmement intéressantes qui ont été faites tout à l'heure. Et merci également à la modération de Ali Moudrami. Au plaisir de vous rencontrer très bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup, M. Khan. Merci pour cette question très, très claire. Monsieur Yoc, la question est pour vous, hein. Oui, merci beaucoup, M. Khan, et toutes mes félicitations hein, pour votre élection à la présidence du réseau francophone d'évaluation. Donc, certainement, nous sommes disponibles, hein. Je suis personnellement disposé, n'est-ce pas, à travailler avec vous. N'hésitez pas à me contacter. Si, voilà, pour qu'on fasse peut-être cette séance de travail à l'Assemblée nationale du Sénégal. Donc, merci pour la question. Donc, effectivement, nous avons tenu un atelier de 2 jours avec les cellules d'études et de planification qui sont dans les ministères. Alors, pourquoi c'est important?
Avec le passage au budget programme, l'administration sénégalaise a opéré un changement dans les dispositifs techniques au sein des ministères. Donc, dans chaque ministère aujourd'hui au Sénégal, nous avons en principe une direction en charge de la planification du suivi et évaluation ou une cellule d'études et de planification. Et c'est dans ces cellules-là que tout le travail de planification, d'élaboration des documents budgétaires, de suivi de l'exécution et d'évaluation se font. Donc, ces cellules ont toutes les données d'exécution qui sont pertinentes dans le cadre du travail parlementaire. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de l'élaboration de nos dispositifs, nous nous sommes dit qu'il fallait aller à la source. Il fallait travailler avec ces cellules d'études et de planification, non pas seulement pour obtenir des données, alimenter notre dispositif, mais au-delà, travailler ensemble dans l'élaboration, on va dire, d'une vision commune de l'évaluation des politiques publiques, parce que nous n'avons pas encore de politique nationale d'évaluation des politiques publiques, nous n'avons pas encore de cadre harmonisé et d'échange entre acteurs. Donc, cette initiative de l'Assemblée nationale constitue, n'est-ce pas, un premier pas qui pourrait nous permettre aujourd'hui, peut-être voilà, prochainement, d'avoir un cadre de dialogue et aller vers une politique nationale d'évaluation. Donc, avec ces cellules de planification, nous travaillons sur une feuille de route, n'est-ce pas, qui va sanctionner des rencontres trimestrielles et semestrielles et qui nous permettront, in fine, en réalité, d'avoir ce cadre-là pour partager des informations, partager des bonnes pratiques et aller vers une politique nationale d'évaluation. Voilà. Merci beaucoup pour la réponse, monsieur Youk. Alors, la question a été posée au Sénégal, mais je crois que la Côte d'Ivoire peut aussi répondre, hein, monsieur Assi. Est-ce qu'il y a des éléments de la Côte d'Ivoire qui pourraient aussi inspirer le Sénégal ou d'autres parlements ouest-africains? Alors, je crois que dès le départ, la Côte d'Ivoire a été aussi confrontée à ce dialogue avec l'exécutif. Parce qu'au départ, on s'est rendu compte que l'évaluation était une mission qui était partagée. C'est vrai que dans la Constitution, c'est dit que c'était le Parlement qui évaluait, mais on s'est rendu compte que la Cour des comptes également avait une mission d'évaluation et qu'au niveau de l'exécutif, le ministère en charge du plan avait également encensé une cellule d'évaluation. Et depuis 2012 également, dans tous les ministères, en Côte d'Ivoire, il y a un décret qui a institué des départements de planification, de suivi et évaluation. Et donc, tout ça mis ensemble, il fallait trouver un mécanisme. On avait aussi la société civile qui, de son côté, faisait déjà le contrôle citoyen, l'inspection générale d'État qui a également un département d'évaluation. Et donc, l'idée pour nous, dès le départ, c'était de voir comment rassembler tous ces acteurs autour de la même table pour discuter. Donc, il y a eu un forum, une matinale de l'évaluation avec la société civile et tous ces acteurs compris. Et donc, au sortir de cette matinale, l'idée de faire une loi relative à l'évaluation en Côte d'Ivoire a été mûrie et cette loi a été adoptée en 2022. Et donc, à partir de la loi, on connaît au moins le rôle de chaque acteur et les interactions qui doivent exister entre les différents acteurs. Ainsi, donc, pour la Côte d'Ivoire, au lieu de s'adresser au ministère sectoriel pour avoir des éléments, chaque année, le ministère en charge du plan doit pouvoir produire un rapport national d'évaluation qui est transmis aux chambres du Parlement et à la Cour des comptes pour information. Et donc, ce rapport permet d'alimenter donc le travail d'évaluation des parlementaires. Mais nonobstant cela, les parlementaires eux-mêmes arrêtent leur programme d'évaluation et choisissent des politiques prioritaires qu'ils veulent évaluer au cours de l'année. Et puis, un autre élément auquel on était confronté, c'était les ressources. Donc, la loi a créé le Fonds national pour l'évaluation des politiques publiques, mais au niveau des chambres parlementaires, ouais, pour le principe de séparation des pouvoirs, dans chaque chambre, il existe une ligne budgétaire qui est destinée à l'évaluation des politiques publiques. Et donc, cette année, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, la ligne budgétaire existe et la semaine prochaine, nous allons nous réunir avec les députés membres de la commission pour adopter le plan d'action de l'année 2026 et nous allons choisir les politiques à évaluer dans ce cadre-là. Mais sans oublier les rapports que nous devons entretenir également avec les autres ministères. Voilà. Donc, en gros, c'est l'expérience de la Côte d'Ivoire sur la question. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses, c'est très clair, merci. Nous passons à Monsieur Brahima Bilali. Monsieur Bilali, à vous la parole. Et je vous remercie pour vos brillantes présentations. Et moi, je suis Brahima, étudiant à l'UQAM. Et j'ai une question pour Monsieur Assi.
Je sais bien que à travers ce que vous avez dit, que le contrôle parlementaire touche les politiques publiques et j'aimerais savoir si aussi l'instance parlementaire s'intéresse aux questions relatives à la politique économique extérieure. Donc, avec, par exemple, le cas de la Zléclave. Donc, on sait que la Côte d'Ivoire a adhéré à cet accord commercial continental et même a créé un comité national afin de pouvoir encadrer bien cet accord commercial-là. Et donc, je voudrais savoir si le contrôle parlementaire s'étend aussi à ce domaine-là, ou c'est seulement aux politiques publiques que vous vous intéressez. Alors, je vous Merci. remercie pour votre question. Euh, En matière de contrôle parlementaire, c'est toute l'action de l'État qui est contrôlée. Tous les engagements de l'État, qu'elles soient nationaux ou internationaux, font l'objet de contrôle. Et donc, tous les accords que la Côte d'Ivoire signe à l'extérieur, en matière de politique économique, en matière de défense, en matière de coopération, toutes ces questions font l'objet d'un contrôle. D'ailleurs, la plupart de ces conventions sont ratifiées, reçoivent l'autorisation de ratification de l'Assemblée nationale du Côte, en fait, du Parlement, puisque aujourd'hui, nous avons le Sénat également. Et donc, les parlementaires peuvent décider de mener des missions de contrôle sur ces questions-là. Et aussi, il est bon d'évaluer tout ce que nous faisons aussi en matière de relations avec les autres. Et donc, tout ça fait partie du mandat des parlementaires. C'est vrai que pour le moment, des actions très concrètes n'ont pas été engagées sur ces questions en dehors de quelques contrôles qui ont été faits, surtout à l'occasion de ratification de certaines conventions où les députés interrogent, font des débats pour mieux comprendre un certain nombre de choses. Mais sinon, ça fait partie du champ d'action des parlementaires. Merci, Monsieur Assé. Nous passons à Monsieur Azedine Madani. Monsieur Madani, à vous. Bonjour, Bonjour. merci. Donc, c'était des interventions vraiment intéressantes. Je me présente, professeur Asdin Madani. Donc, je suis membre du réseau. Donc, j'aimerais poser une question sur comment peut-on actuellement procéder à la formation, à la mise à niveau des parlementaires pour qu'ils puissent procéder à l'évaluation ou qu'ils puissent procéder aussi au traitement des textes réglementaires et tout ça. Donc, vous voyez, je vois que il y a actuellement la formation tout au long de la vie. C'est un sujet très important pour les aider à approuver certains textes de loi ou porter des amendements. Voilà ma question. Merci. Merci pour cette question. Monsieur Assi, vous répondez. Après, Yoke pourra compléter. OK. Alors moi, comme je le disais dans le plan, le programme d'action pour l'année des parlementaires, il y a toujours des ateliers pardon, de renforcement des capacités, des formations qui sont prévues. Là, normalement, dans les prochaines semaines, là, il y a une première formation sur la méthodologie de l'évaluation pour tous les nouveaux députés qui sont membres de la commission et sur le contrôle parlementaire également. Nous organisons des formations. Mais ces formations, lorsque nous les organisons, souvent, c'est en fonction des partenariats que nous avons. Par exemple, je sais que l'APF doit organiser un séminaire bientôt sur le renforcement des capacités des députés ivoiriens. Et donc, c'est l'APF qui choisit on va dire, ses experts formateurs pour venir. Mais nous, quand nous finançons nous-mêmes en interne, nous faisons appel à candidature aussi pour choisir les consultants. Maintenant, s'il a des propositions concrètes à nous faire, qui nous transmettent des propositions et puis on verra de la pertinence de ces propositions, on verra dans quel mécanisme est-ce qu'on peut l'inscrire pour qu'on puisse travailler avec lui. Très bien. Merci Ok. beaucoup, Monsieur Yoke. Merci. Oui, juste pour compléter dans ce sens, une question très pertinente, hein, et je pense que c'est d'un défi majeur. Comment les parlementaires doivent s'approprier déjà cette mission, mais également les outils. Alors, nous, ici, au niveau de l'Assemblée nationale du Sénégal, nous sommes en train de le faire par la pratique. Donc, par la pratique, donc déjà, dans les commissions parlementaires, parce que chaque commission est spécialisée dans un secteur, donc, et contrôle un ou plusieurs ministères. Ce que nous avons fait, nous avons d'abord élaboré des outils. Donc, à partir des lettres de politique sectorielle, qui constituent en réalité les tableaux de bord des ministères ou leur contribution dans l'atteinte des objectifs qui se sont fixés le gouvernement, on prépare d'abord des fiches qui permettent à chaque député de comprendre la boussole
de chaque ministère. Donc, ces fiches-là sont très digestes, très faciles à comprendre. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, à chaque fois que nous préparons les auditions avec les ministères, nous préparons des rapports d'évaluation avec vraiment des questionnaires que nous préparons en travaillant avec eux sur la base des données que nous exploitons. Donc, nous faisons des séances de préparation, d'explication des enjeux, des résultats. Et ça permet aux députés de comprendre l'exécution, la performance des ministères et de formuler leurs questions. Ça, c'est un deuxième volet. Donc, un troisième volet, c'est la formation. Donc, nous travaillons, n'est-ce pas, en amont de tout exercice qui rentre dans le processus budgétaire. Nous irons vers le débat d'orientation budgétaire fin juin. Actuellement, nous travaillons avec la Direction générale du budget sur le document qui fonde même ce débat d'orientation budgétaire, une version citoyenne, mais qui est accessible aux députés et qui permettra aux parlementaires de comprendre les orientations facilement sans aller dans les centaines de pages de ce document assez technique. Dernière chose, avant le début de la prochaine session budgétaire, nous sommes en train de mettre en place notre unité d'analyse budgétaire. Donc, ce qui permettra, lorsque nous recevrons les documents budgétaires, que nous allons exploiter ces documents, nous allons tirer l'information utile pour les députés par localité, par secteur, et nous organiserons des séances de préparation de ces députés-là sur le contenu de ces documents budgétaires. Donc, nous faisons vraiment un learning by doing, donc l'approche learning by doing, mais adaptée à chaque député selon son niveau de compréhension des documents et par commission et par secteur. Voilà un peu notre approche. Merci. Merci beaucoup, monsieur Luc. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps. On a 10 petites minutes, là, même un peu moins. Une minute, on a encore 4 ou 5 questions. Donc, très rapidement, des questions très courtes et des réponses encore plus courtes, s'il vous plaît. Donc, monsieur Diop, monsieur Gafou Diop, à vous la parole. Allô, Monsieur, c'est moi. Excusez-moi. oui, J'ai été connecté avec Gafoud. Je m'appelle Ian Hopwood. Je suis président d'honneur de l'Association sénégalaise d'évaluation et un collaborateur proche de Dr. Mamadou Youk, que je félicite pour l'action menée, n'est-ce pas? J'avais juste deux questions rapidement. Première question, n'est-ce pas? Les hommes politiques n'aiment pas beaucoup l'évaluation. D'ailleurs, seulement les hommes politiques, n'est-ce pas? Tout le monde n'aime pas être évalué, n'est-ce pas? Donc, est-ce que vous êtes convaincu que vous avez une demande, n'est-ce pas? Et vous avez vraiment un environnement favorable, n'est-ce pas? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, n'est-ce pas? Souvent, on trouve que le problème en réalité n'est pas l'évaluation des données, c'est la qualité, surtout des politiques publiques de haut niveau, n'est-ce pas? Souvent, c'est des inspirations, mais qui ne sont pas très évaluables, n'est-ce pas? Donc, il y a une question de capacité, il y a toute une chaîne, n'est-ce pas? Et finalement, quand on met sur pied un système, on est toujours confronté, les Sud-Africains, les autres qui ont développé des systèmes, ce n'est pas tous les secteurs qui marchent à la même vitesse, n'est-ce pas? Il y a une grande disparité du point de vue de la culture, du point de vue du contenu, etc., n'est-ce pas? Donc, on avance à la vitesse de plus lente ou bien on laisse certains en rade, etc. Donc, ça, c'est le défi. Et finalement, on peut mettre en place un système, comme a dit le Premier ministre l'autre jour, on parle de l'accès sur les résultats, budget programme, on a changé des instruments, on n'a pas toujours changé la mentalité qui accompagne les instruments. Donc, c'est un travail de culture de longue haleine. Et comme vous êtes jeune et fort, je suis convaincu que la victoire est certaine. Merci. merci beaucoup pour ces questions très pertinentes. Merci. Monsieur Assi, à vous, on vous écoute. Alors, je disais que j'ai ri parce que il y a quelques années en arrière, lorsqu'on a commencé à parler d'évaluation des politiques publiques à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, même les députés étaient réticents. Mais après, on s'est rendu compte que c'était une volonté forte du président de la République lui-même. Et d'ailleurs, même euh, euh, à la fin de l'année dernière, lors de son adresse à la nation, il a encore mis l'accent sur le fait qu'il faut aller évaluer, interroger les populations, évaluer les politiques publiques pour voir comment l'action publique apportait des changements dans leur vie, parce qu'il fallait vraiment mesurer pour pouvoir continuer. Et donc, je peux dire aujourd'hui, pour que l'évaluation soit une réalité, parce que là, ce n'est plus une option. Ce n'est plus une option, puisque la Côte d'Ivoire s'est donné des outils déjà pour y aller. Une politique nationale, la loi, il y a un guide national, le Parlement également s'est donné des outils, mais il faut renforcer les capacités des hommes.
à aller. Et donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de formations qui sont mises en place à l'École nationale des statistiques et d'économie appliquée pour former les fonctionnaires, et même à l'École nationale d'administration, pour former les fonctionnaires qui gèrent la chose publique là, à intégrer systématiquement l'évaluation dans leurs pratiques. Et donc, on s'est dit que c'est un travail de longue haleine, mais il faut des gens passionnés qui y croient et qui y mettent l'énergie nécessaire pour bouger la chose. Et je crois que cette énergie existe un peu dans nos pays aujourd'hui. Et d'ailleurs, si nous en parlons aujourd'hui et que nous allons en parler à Libreville, nous allons en parler en Guinée, le Sénégal, je pense que c'est une dynamique qui est engagée et il faut peut-être que on ait beaucoup de moyens pour l'accompagner, c'est tout, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Locke, vous souhaitez compléter? Oui, juste compléter. Merci beaucoup Yann. Vraiment, quelqu'un de très, très engagé, très expérimenté et toujours actif hein, dans le domaine de l'évaluation. Donc, je vous salue. Donc, l'un des défis, je pense, sur la base de l'intervention d'Yann, c'est en fait la prise en compte des recommandations issues des évaluations dans le processus des politiques publiques. Je pense que c'est le plus gros défi. Et ce que nous essayons de faire aujourd'hui à l'Assemblée nationale, notamment dans le cadre du processus budgétaire, c'est de faire en sorte que les ministères, dans leur planification budgétaire, prennent en compte les recommandations qui sont issues des évaluations à mi-parcours que l'Assemblée nationale fait avec les députés. Ça, c'est la première chose, mais aussi dans le cas de l'évaluation des politiques publiques et des recommandations qui sont formulées par le CEP, de faire en sorte que ces recommandations soient incluses, notamment dans les conférences de performance, dans les arbitrages budgétaires, dans l'allocation des ressources budgétaires, dans la sélection des projets et des programmes qui vont être pris en compte dans le budget. Donc, c'est le plus gros défi, je pense. Et si les députés voient, les hommes politiques voient l'importance et l'impact de ces évaluations-là, je pense que l'appropriation va être beaucoup plus facile. Merci. Merci beaucoup, monsieur Locke. Merci à vous les deux. Monsieur Mamina Aïdara. Monsieur Aïdara, à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour cette occasion et je félicite d'abord nos panélistes, particulièrement professeur Youk. Et je réponds au nom de Mamina Aydara, je suis sénégalais. Je suis ingénieur planificateur économique et titulaire de Master 2 aide à la décision et l'évaluation des politiques publiques. Bon, j'avais juste deux questions à l'endroit de monsieur Youk, que je félicite d'abord pour le travail au niveau de l'Assemblée. Donc, la première question, c'est juste de savoir quelle est la finalité du suivi de l'exécution budgétaire. Le fait que de faire suivre et d'écouter les ministres en trimestriel, quelle est la finalité? Vu que la loi de finances est déjà votée, quelle est la finalité à votre niveau et comment mettre en œuvre les recommandations que vous formulez au cours de l'année? L'autre question aussi, bon, c'est d'ordre général. Est-ce que vous, en tant que bras technique, vous disposez des mécanismes pour éviter que les données probantes soient influencées parfois par des considérations politiques? Voilà, merci beaucoup et je m'en réjouis de cette occasion-là. Merci. Youk? Oui, merci beaucoup, Mamina. Un de mes élèves, je crois, du Master ADEP à l'ENSAE, donc toutes mes salutations et merci pour ces deux questions. Alors, la première chose, c'est la finalité. Donc, les auditions que nous menons actuellement visent deux objectifs. D'abord, l'évaluation à mi-parcours, disons après 3 à 4 mois de l'exercice budgétaire, pour voir l'état d'avancement des projets programmes, les niveaux d'exécution physique et financière, pour voir les blocages et comment accompagner les ministres dans l'accélération du rythme de l'exécution et l'atteinte des objectifs globaux. Donc, ça permet de voir déjà les retards qui sont notés, les sources de blocage et de pouvoir accompagner les ministères et remonter ces informations-là. Donc, ça va vraiment permettre d'accélérer le rythme de l'exécution budgétaire et puis l'absorption des crédits budgétaires. Parce qu'on s'est rendu compte que, par exemple, dans les dépenses d'investissement, on est à peu près à 66% d'absorption sur les crédits d'investissement de l'État lors du précédent exercice budgétaire. Donc ça aussi, c'est important. Deuxièmement, il faut accompagner les ministres dans l'atteinte de la performance et de la gestion axée sur les résultats. Et ces auditions visent d'abord cet objectif. Le deuxième objectif, c'est dans les orientations et les priorités pour le prochain budget. Alors, les députés ont émis beaucoup de réserves par rapport au budget des années précédentes, puisqu'ils pensent que ces budgets ne prennent pas en compte les préoccupations de leur localité. Et c'est l'occasion, dans le cadre de ces auditions-là, de remonter les préoccupations et les priorités des localités de chaque député
pour que dans les arbitrages budgétaires, dans l'élaboration du budget de chaque ministère, que les ministères puissent prendre en compte ces informations-là pour que les politiques publiques soient plus cohérentes et plus pertinentes au regard des besoins des populations de ces localités-là. Donc, voilà un peu les deux objectifs. Deuxièmement, pour nous assurer que ce que nous faisons ne soit pas influencé par les politiques, je pense que au niveau de la direction, nous sommes du côté de l'administration, donc il nous faut garder ce niveau d'impartialité, mais également travailler sur la base de principes d'éthique, d'impartialité, de rigueur. Donc nous travaillons sur la base de ces principes-là et nous y tenons. Donc en tant que directeur des services de planification, de contrôle et d'évaluation, je suis dans l'obligation de faire parler les données, rien que les données, et je pense que les députés le comprennent, l'administration parlementaire le comprend, toutes les autorités le comprennent. Et ça nous aide. Bien sûr, il y aura toujours des stratégies, peut-être à l'avenir, on ne sait pas, mais dans tous les cas, nous sommes sur la ligne droite de travailler en toute rigueur, en toute éthique, en toute impartialité et faire parler les données, rien que les données, comme je l'ai dit tantôt. Merci. Merci beaucoup. Une question très claire et une réponse encore plus claire. Merci. On arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Je propose de prendre une dernière question, s'il vous plaît. Vraiment, on s'excuse, on ne pourra pas écouter tout le monde aujourd'hui. Donc, ceux qui n'ont pas pu poser des questions, je vous propose de les mettre par écrit, de les envoyer aux organisateurs, notamment à l'équipe de Airflix, et on se chargera de les transmettre à nos panélistes pour qu'ils vous répondent aussi par écrit. Alors, on s'en excuse. On va passer à Monsieur Marcel Zombou Ngouné. Monsieur Zombouf. Vraiment, bon, décidément, il fallait vraiment que je prenne la parole et je crois que les dieux ont été avec moi pour que je puisse intervenir dans ce webinaire d'une très grande importance parce que depuis, je ne fais que demander la parole, ça ne vient pas. Or, pourtant que déjà, depuis ma abord, j'ai vu les panélistes qui sont là sont beaucoup plus de l'Afrique de l'Ouest. Or, pourtant que l'Afrique aussi est constituée de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est. On aurait attendu voir quand même une certaine hétérogénéité pour pouvoir mieux appréhender cette évaluation. Or, vous avez abordé beaucoup plus l'angle de l'Afrique de l'Ouest et même depuis que je demande la parole, je me sens même peut-être exclu. Et pourtant que nous sommes tous africains et on n'a qu'un seul souci, institutionnaliser l'évaluation en Afrique. Or, d'où ma préoccupation qui se pose déjà au niveau même là des panélistes qui sont là. Je m'attendais aussi à voir quand même quelqu'un de l'Afrique centrale dont je suis ressortissant, mais ce que je n'ai, ce n'est pas le constat. Parce que je constate, au regard des exposés qui ont été faits véritablement, que l'évaluation est véritablement beaucoup avancée de ce côté-là, notamment avec ce qui a été développé ici par M. Mamadou et M. Jean-Claude en ce qui concerne l'évaluation au sein de l'Assemblée nationale. Or, j'aurais bien voulu qu'il y ait véritablement ce partage et qu'on ait autour de cette table aussi un panéliste qui vient de l'Afrique centrale pour que nous puissions véritablement faire cette étude comparative et comprendre pourquoi. Parce que moi, en tant qu'économiste et expert en planification, suivi, évaluation des projets, et je suis en service au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, et je m'intéresse à l'évaluation il y a de cela plus de 10 ans. Et je me rends compte qu'en Afrique centrale, plus particulièrement au Cameroun, cette affaire, bon, vraiment tend encore à décoller véritablement. Comme quelqu'un a relevé sur le plateau, pourquoi les décideurs ont souvent tendance à peur, on peut peur de l'évaluation. C'est un peu comme une obligation de rendre compte, de vouloir venir fouiller dans leurs affaires. Bon, moi, ma question fondamentale, parce que si j'avais quelqu'un de l'Afrique centrale qui était sur la table, peut-être cette étude, peut-être ces analyses ou bien ce développement comparatif aurait pu me permettre de mieux comprendre pourquoi ça va mieux du côté de l'Afrique de l'Ouest et pourquoi ça traîne du côté de l'Afrique centrale. Mais comme bon, je ne sais pas quelles sont vos préférences, sur quels critères vous avez préféré le faire ici, mais je ne veux pas entrer dans des jugements, bien entendu. Voilà. Ma préoccupation maintenant, comme je le disais déjà de prime abord, pourquoi chez nous, Satan n'est pas véritablement décollé? Nous qui nous intéressons véritablement, on veut véritablement venir aussi apprendre. Est-ce qu'il existe à travers cette plateforme des programmes, des projets qui peuvent nous permettre de venir faire un partage d'expériences dans des pays ou bien dans des programmes où ça marche véritablement
pour pouvoir venir expérimenter ou bien implémenter dans nos régions, dans nos pays, et lever enfin des goulots d'étranglement qui empêchent véritablement la mise en œuvre ou bien la mise en place d'une véritable évaluation des politiques publiques. Merci beaucoup pour votre réponse. Très bien. Merci, merci, Monsieur Ozomo, pour votre préoccupation qui sont prises en compte. C'est vrai que le panel d'aujourd'hui concernait l'Afrique de l'Ouest, mais vous nous invitez à réfléchir, à organiser un autre panel pour l'Afrique centrale. Nous allons y réfléchir, hein. Je crois que la question est posée au RFIX qui organise cette activité en lien avec le réseau francophone d'évaluation. Donc oui, nous, du côté de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, nous serons au Gabon le mois prochain justement pour aller partager les expériences de l'Assemblée nationale du Sénégal, de Côte d'Ivoire, mais aussi du Cameroun, hein. On aura aussi un parlementaire camerounais qui sera là, monsieur le député honorable Josh Ozi. Voilà, donc oui, je crois que le rendez-vous est pris. On pourrait réfléchir avec les organisateurs à l'idée d'étendre ces modèles-là vers d'autres zones de l'Afrique francophone. En tout cas, merci beaucoup pour votre préoccupation. Je ne sais pas si les panélistes ont compris la question qui est posée et s'ils peuvent y répondre très rapidement. Alors, moi, je pense que il y a le réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement, l'APNOT, qui regroupe un certain nombre de pays, dont des pays d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Nord, des anglophones. Je pense que le Cameroun et d'autres pays d'Afrique centrale sont membres de l'APNOT. Maintenant, on ne saura pas dire pourquoi est-ce qu'en interne, cette dynamique d'évaluation n'est pas aussi engagée comme ça se fait au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Mais sinon, ces pays-là aussi ont été, disons, initiés, des parlementaires ont été dans les forums pour participer à des formations et à des sensibilisations sur l'évaluation. Mais la culture de l'évaluation, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une question de volonté politique. Voilà. C'est une question de volonté politique. Si elle n'existe pas, l'évaluation ne va pas décoller. Chez nous, c'est parce que le leadership politique est assez fort qui a permis donc de lancer rapidement et de se donner des outils pour aller très vite. Je pense que peut-être que la société civile aussi chez eux doit être assez dynamique parce que je sais qu'en Côte d'Ivoire, le réseau ivoirien de suivi et évaluation et l'initiative ivoirienne de l'évaluation, qui sont deux organisations de la société civile, ont joué un rôle déterminant dans les avancées que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, moi je voulais m'arrêter sur ça. Merci beaucoup, merci. Alors, peut-être un complément, monsieur Gokoué, allez-y. Oui, je salue sa question, hein. Juste ajouter, par exemple, que l'Assemblée nationale du Sénégal a reçu une délégation camerounaise de l'Assemblée camerounaise le mois dernier. Ils étaient venus en mission de benchmarking sur à peu près une dizaine de jours, hein. On a échangé sur tous ces sujets-là, les réformes en cours à l'Assemblée nationale. Et nous avons prévu même d'ailleurs de nous rendre là-bas pour pouvoir aussi échanger, poursuivre les échanges. Donc, le lien est établi et je pense que M. Assi a brossé voilà, également la question sur les réseaux, les opportunités de collaboration qui existent. Voilà. Justement, ça sert à ça, ce type d'activités qui sont organisées par les RFS et les RFE, justement, à avoir un partage de bonnes pratiques, hein. Je crois que tous les pays d'Afrique francophone sont confrontés aux mêmes réalités, aux mêmes défis. Donc oui, c'est important de partager ces réseaux-là. Nous allons y veiller très rapidement. Alors, une dernière intervention. Ça fait longtemps qu'il a levé sa main. On va donner la parole à M. Jean-Marie Loncle. Et après, on pourra s'arrêter sur sa question. Monsieur l'oncle, à vous la parole. Vous m'entendez? Ah, Oui. excusez. Alors, j'avais pas forcément prévu de prendre la parole, mais merci de me la donner. Non, je réagis à ce qui a été dit effectivement sur la nécessité de poursuivre ces échanges et sur la sensibilisation des parlementaires francophones. Je pense que les associations nationales d'évaluation sont importantes dans cette dynamique-là. Pardon, je reprends mon souffle. J'en veux pour preuve, effectivement, le RIS, le réseau ivoirien de suivi et évaluation, a été
mentionné par M. Assis, et il a bien fait. Je pense que la société civile, dans ce cas de figure, est importante et en première loge pour contribuer à la sensibilisation des parlementaires. Je ne suis pas certain qu'il faille aller jusqu'à la formation des parlementaires, mais parce que ce n'est pas eux réellement qui vont faire l'évaluation, me semble-t-il, mais les sensibiliser, c'est une démarche de longue haleine et qui a à reproduire régulièrement, puisqu'on a régulièrement avec les changements en plus au sein des assemblées nationales. Je pense que c'est un travail de longue haleine et qu'il va falloir remettre le couvert régulièrement. Je pense que ce soit M. Yok ou M. Assi en ont l'expérience et se confronter à cette situation. Et je pense que ce sont des démarches qui sont développées un petit peu partout dans l'espace francophone. Je sais qu'au Gabon, je sais qu'il y a la SOGEVAL aussi. Au Cameroun, il y a la KDA qui travaille sur ces questions-là. Donc, c'est tout un réseau d'associations nationales sur lesquelles les parlementaires peuvent s'appuyer. Je pense que les parlementaires peuvent aussi s'appuyer sur le réseau APNOD, qui est notre réseau des parlementaires affiliés au bureau évaluation de l'IDEV, donc de la Banque africaine de développement. Donc là, je pense que c'est aussi d'autres réseaux, d'autres canaux, et ça n'est que par la multiplication en fait de ces initiatives que l'acculturation de la culture évaluative, de la pratique évaluative va rentrer dans les pratiques en fait. Voilà. Mais oui, j'avais mis ça en commentaire. C'était pas tant une question, c'était plus un commentaire. Et moi, mon souhait en tant que représentant du RFE, oui, c'est de toujours valoriser le travail fait par les associations nationales d'évaluation. Merci beaucoup, M. Leblanc, pour ce commentaire très pertinent. Je prendrai vos coordonnées plus tard pour entrer en contact avec la SOGEVAL au Gabon, parce que comme je disais, nous allons organiser un séminaire qui sera animé par Yok et Assi à Libreville les 3 et 4 juin. Au sein du Parlement du Gabon. Donc, nous serons heureux d'inviter la SOGEVAL pour une intervention pendant cette activité. Voilà, donc je verrai comment entrer en contact avec vous pour pouvoir justement avoir le contact de la SOGEVAL sur place à Libreville pour les inviter à cette activité. Merci beaucoup. Chers amis, on est arrivé à la fin du temps qui nous a été imparti. Je vous propose de donner la parole une dernière fois à M. Assi, à M. Yok pour un mot de conclusion avant que nous nous quittions. M. Yok d'abord pour commencer, M. Assi pour conclure. Voilà, merci beaucoup Alun, monsieur le modérateur, déjà pour, cette brillante, on va dire, prestation, ou en tout cas, pour la modération de ce panel. Donc, et merci encore une fois à l'APF pour l'appui constant et structurant surtout à nos parlements. Et donc, je tenais à le dire. Donc, remercier également mon panéliste, professeur Jean-Claude Assi, donc voilà, qui est très rompu à la tâche et qui quand même très expérimenté et très généreux dans le partage. Donc, merci également. Merci à tous les participants donc pour les questions, les commentaires, les suggestions. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes dans un processus d'apprentissage, de réforme, et nous sommes dans ce cadre-là ouverts, voilà, aux universitaires, à la société civile, aux associations, aux autres pays, hein, aux autres parlements. Donc, nous sommes dans un cadre d'apprentissage et on pourra parfaire cet exercice à travers le partage d'expériences et de bonnes pratiques. Donc, sur ces mots, je vous remercie encore une fois, Airfix, pour l'opportunité, n'est-ce pas, de pouvoir partager nos expériences et de pouvoir apprendre. Et remercie encore une fois l'APF et Alun pour cette brillante modération. Merci. Merci beaucoup, M. Yok. Merci beaucoup. M. Assi? Oui, mais je voudrais d'abord te remercier, Alioune, pour le plaisir que tu nous as fait pour te modérer donc, cette session. Je voudrais également dire merci donc, à Mamadou, que j'aurai plaisir à retrouver aussi à Libreville, et pour son expérience et son engagement au Sénégal. Je remercie tous les participants pour les questions qui nous ont été adressées. Et surtout, Airfis pour cette opportunité qu'ils nous ont donné de partager l'expérience de la Côte d'Ivoire avec les autres. Et je pense que l'évaluation, comme je l'ai dit, ce n'est plus une option. C'est un choix qui a été fait et
et doivent nous permettre d'opérationnaliser toute la chaîne de planification, budgétisation, suivi et évaluation, de sorte à être complet sur la chaîne. Parce que la plupart du temps, nos pays savent faire de la planification, savent faire de la prospective, savent faire du suivi, mais l'évaluation reste bien souvent le maillon faible. Et donc, ces occasions-là nous permettent justement de sensibiliser, d'encourager tout le monde. Et je remercie également Jean-Marie Long pour son intervention et surtout les sociétés nationales qu'il faut mettre à contribution pour pouvoir faire évoluer la culture de l'évaluation. Je remercie tout le monde. Bien, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Nous allons conclure ce séjour de sagesse de M. Assi et de M. Liouk. Merci une dernière fois au RFIX, à son directeur général, notre ami Mathieu Humé, à toute son équipe technique, Simon Toussi et tous les collaborateurs qui ont travaillé dans l'ombre pour l'organisation de cette activité. On voit que le temps était un peu court, mais on va se donner rendez-vous vers d'autres activités à venir, pourquoi pas du côté de l'Afrique centrale. Voilà, donc ce sera un plaisir de vous retrouver. Merci à toutes et à tous. Bonne journée, bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.